Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, Emmanuel Bonigne est biographe. Cet Ajaxien s'est penché sur les destins de grands artistes. Nous évoquerons son dernier livre à propos de Romy Schneider. Libre ou maille secrète, Post-Secret Book, ce sera l'œuvre sur laquelle s'appuiera Inès Moratti pour nous parler de ses secrets. Alexia Leonelli nous proposera le portrait de deux grandes femmes engagées, Rosa Parks et Simone Veil. Inoubliable Romy, notre chroniqueur cinéma Xavier Affre revient sur les rôles marquants de l'interprète de La Piscine. Et enfin, ne manquez sous aucun prétexte, dans le cerveau d'Inès Moratti, il y a des pop-corn mais pas que, ce sera le délicieux moment décalé à retrouver en fin d'émission. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Xavier Affre et Alexia Leonelli. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et bienvenue Alexia, c'est une première. Bonne chance, on verra. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Bonigne, biographe, écrivain. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Davia. Bonsoir et bienvenue, comme on dit. Alors, vous avez signé chez Pygmalion de nombreux ouvrages de référence à propos de Dalida, de Joséphine Baker ou encore de Romy Schneider que nous allons évoquer ce soir. J'ai le bouquin d'ailleurs, La véritable Romy Schneider. C'est signé Emmanuel Bonigne et c'est très bien écrit. Je vous le conseille, mais nous allons en parler davantage en détail dans un instant. Ma première question, cher Emmanuel, est-ce que vous êtes parfois, souvent, jamais de mauvaise foi? Non, j'aime pas la mauvaise foi. J'aime bien avoir raison. Surtout quand je n'ai pas tort. Mais non, la mauvaise foi, non. Très peu pour vous. Non, j'aime pas. J'aime pas trop ça, parce que non, ça remet tout en question. Sans mauvaise foi, on ne peut pas avancer dans les choses. Non. Excessif peut-être, parfois, comme tout le monde, en Méditerranée. Mais pas de mauvaise foi, non. J'aime pas ça. Alors, on peut lire dans votre biographie, alors je ne sais pas si elle est officielle ou non officielle, que vous avez été remarqué par Bernard Pivot, dès votre première publication. Oui, j'ai été reçu chez À Bouillon de Culture par Bernard Pivot en mai 2000. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, en fait, s'il avait décroché son téléphone, si c'est lui qui vous avait appelé. C'est le travail des attachés de presse qui soumettent les bouquins. Et puis bon, Pivot, je pense qu'on ne fait pas pression sur Bernard Pivot. C'est un homme qui ressent peut-être les écrivains et les choses qu'on écrit, les écrits aussi. Hein, c'est surtout les écrits, parce que quand on lit un livre, on ne connaît pas l'écrivain, mais on le sent. On le ressent. Et je sais qu'il a été très très bien avec moi. Jean-Claude Brialy nous avait fait des histoires en coulisses parce qu'il avait signé la préface et l'éditeur n'en avait pas voulu. Alors il m'a fait tout un scandale. Il voulait me déstabiliser sur le plateau. Vous avez tenu bon ? 10 minutes avant, j'ai dit écoutez, si vous voulez faire il a dit je vais faire un escampe puis en étant public. Je vous le dis parce que c'est rigolo, hein, si vous voulez pimenter un peu l'émission. J'ai dit allez-y, moi je raconterai ce que vous avez voulu me faire chez vous quand vous me tournez autour de la table du salon et ça va être très sport. Seulement quand on est face à des gens, un public, il faut être respectueux, il ne faut pas le prendre en otage. Voilà, et ça s'est très bien passé. Alors, vous avez signé de nombreuses biographies, Emmanuel Bonigne, remarqué notamment par Bernard Pivot, comme nous venons de l'évoquer. C'est une chance et un honneur, hein, franchement. Des biographies consacrées à de nombreuses femmes, Dalida, Joséphine Baker ou encore Romy Schneider. C'est parce que vous êtes un féministe convaincu ? Ah non, c'est parce que j'avais une formule toute faite. Si vous m'aviez dit, je l'aurais trouvée. Et comme on ne donne pas nos questions à l'avance. Parce que les femmes elles portent la vie, elles voient les choses, je sais pas, elles portent la vie. Déjà, elles sont au-dessus. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont au-dessus dans le bon comme dans le mauvais aussi. Mais je veux dire, ce sont les femmes qui font tourner le monde. Sylvie Vartan disait que l'homme, c'est la tête et les femmes sont les coups qui font tourner la tête. Et d'ailleurs, elle s'est très bien débrouillée avec Johnny et son mari pour appliquer cette belle formule. Alors, on va parler à présent un petit peu de cet ouvrage, La véritable Romy Schneider aux éditions Pygmalion, une biographie signée donc Emmanuel Bonigne. Je voulais savoir si l'un des buts de cette biographie consacrée à Romy Schneider, est-ce que c'était de réhabiliter l'actrice Romy, puisque vous évoquez notamment l'engagement familial auprès d'Hitler. Voilà, on sait que Hitler faisait partie... De réhabiliter un petit peu en disant, voilà, moi... Romy ? Oui, mais on ne sait pas réhabiliter Romy, c'est la plus grande actrice Je veux dire, il n'y a pas besoin de réhabiliter. Non, tout mais le monde. Cette proximité avec les nazis, où vous écrivez, voilà, où vous écrivez, qu'aurais-je fait moi à sa place ? Non, moi ce que j'aime pas. Après, sa mère n'était pas politisée. Le père, oui.
Le père était engagé, mais bon, il y avait le communisme qui était en face, le bolchevisme, il y a tout. S'il n'y avait pas eu le bolchevisme, il n'y avait pas eu le nazisme. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Mais eh bien, évidemment, nous maintenant on a le recul, on sait que c'était quand on a découvert ce qu'on a découvert. Mais c'était une idole à l'époque, Hitler. Le grand-père de George Bush faisait des affaires avec les nazis. Le grand-père Kennedy, le père des Kennedy, était nazi. La reine d'Angleterre faisait le salut nazi sur la pelouse de Balmoral. Bon, après, cette info, c'est le Sun qui l'a sortie, hein, où on voit la reine d'Angleterre qui fait le salut, ou à l'époque, voilà, ça n'avait pas cette connotation. Tout est rétroactif de toute façon, hein, tout est a posteriori. Alors, rendons à César ce qui est à César. Sigmund Freud, lui, s'est toujours méfié d'Adolf Hitler. Oui, mais par contre, il était proche de Mussolini. Freud ? Bah bien sûr. Ah, j'ai pas cette info, il faut donc lire je le ne livre peux de pas. Michel Onfray. Mais c'est pour ça. Oui, bon après Michel Onfray. Vous savez, l'homme est lâche. Moi, j'estime que nous, les hommes, nous sommes lâches. Face à, on choisit toujours le camp du plus fort. Moi, je suis pas comme ça. C'est pour ça que je sais pas ce que j'aurais fait à cette époque-là, mais. Bien sûr. Bon, bref, je sais pas, j'ai un certain esprit de justice et tout. Après, je sais même pas. Il faut voir le contexte. Quand Hitler est arrivé, ils mangeaient la poussière, les Allemands. C'est le traité de Versailles. Qui a fait Hitler? C'est le traité de Versailles qui a permis qu'Hitler monte. Et le traité de Versailles, ça a été chapeauté par Wilson, qui était aux ordres de la haute finance internationale. C'est le comte de Saint-Hilaire, l'un de nos plus éminents diplomates, qui l'a dit, et c'est pas une surprise de toute façon. Donc après, bon, maintenant, c'est les causes, les machins. Je pense pas que Magda Schneider, vous savez, une actrice, on lui demande pas d'être intelligente, on lui demande de jouer. Non, mais c'est vrai. Il y a des exceptions. Il y a Gianni qui est intelligente, il y en a quelques-unes, mais bon. Emmanuelle Boigny est féministe, donc. Non, c'est pas ça. Mais même un acteur, je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, un acteur, il joue, on lui demande pas de. Mais elle était opportuniste, certainement. Donc on l'a vu avec. Mais je suis sûr que. C'est pas forcément ce qu'on lui demandait sur il y a plein de gens qui ont suivi Hitler, puis après ils se sont dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai une autre question. Il a voulu être assassiné par plein de des gens qui l'entouraient. C'est sûr qu'il avait une araignée dans la tête. À propos donc de cette biographie et de votre écriture, oui. Est-ce que les héroïnes que vous choisissez, vous les choisissez parce que vous les admirez? Ah, parce qu'on les ressent surtout. Romy, c'est même pas. On peut même pas admirer Romy. On l'a subi. On l'a subi avec bonheur, avec délice. Je veux dire, c'est un film avec Romy Schneider pour n'importe quoi. Non, puis je pense que ce sont des gens qui ont un intérêt parce que c'était des gens vivants. C'était des gens qui étaient violentes. Elle était invivable. C'est pas des gens avec qui vous pouvez vivre. Nous, c'est facile de les admirer de loin. Mais une fois, j'étais chez Agir Jardot. Mais vous savez pas, cette conne, une fois, elle m'a cassé la table. Elle était en pétard, elle m'a cassé la table. Après, elle est descendue dans la rue, elle m'a acheté un bouquet de roses. Comme ça, c'est des gens magnifiques, ça. Je veux dire, des gens un peu fantasques, quand même. Fantasques. On sait, là aussi, il y a la postérité, enfin, pas la postérité, il y a le recul. On sait ce qui lui est arrivé. On sait la vie qu'il y a une tendresse par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas sauver. Et puis une vie tragique, une vie tragique, une vie touchante. On a envie de la sauver, mais même maintenant, on ne meurt pas à 42 ans. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver Inès Morat. Nous allons tenter de percer vos secrets à travers un livre, My Secret Book. C'est à peu près ça. J'ai bien dit. Est-ce qu'on demande aux chroniqueuses d'être intelligentes, par contre? Non, parce que ça ne va pas arriver. Évidemment, Ça n'arrivera pas. Alors, Emmanuel, question, tout de suite, tout de go. Est-ce que vous partageriez un secret avec moi? Alors attention, pas un secret du genre, des fois au drive, on me demande combien je rends de sachets, et comme je sais pas, j'invente un nombre, et en plus je surestime par rapport au nombre que je sais pas. Non. Ce que je vous demande, c'est de me confier un secret terrible, un secret glauque. Forcément, vous allez me dire, non, écoutez, on ne se connaît pas. Traduction, elle me veut quoi, celle-là? C'est sûr, le problème, c'est qu'on n'est pas seul, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Il y a j'espère, des millions de personnes qui au moins, à peu près. Hein, c'est la courbe. Non, mais par exemple, moi, de la même façon, je n'irai pas vous dévoiler que des fois, la nuit, quand il fait noir, non mais là, ça va pas. Non mais vous craquez complètement, il est 20h. Bref, il faut qu'elle se reprenne. Bref, alors, comment je pourrais faire, moi, en tant que personne ordinaire, qui ne fera jamais l'objet d'une biographie d'investigation, si je veux? Oui. Non, soyez sans crainte. Mes secrets ont des secrets, je ne vous le conseille pas. Non, alors comment j'ai fait? Si je veux justement que mes plus sombres secrets soient mis en lumière, mais attention, sans qu'on sache que c'est moi qui les divulgue, hein, évidemment, sinon c'est vulgaire, et pas de ça chez nous. Hein. En plus, Xavier, je t'entends de là. Hein. Oui, mais partager un secret, ça relève de l'oxymore. Bien vu, hein, rien ne t'échappe. Et pourtant ça c'est tout le concept du projet artistique collaboratif Post Secret créé par Franck Warren. Alors,
Nous sommes en 2004 et Franck a un job un peu bof, hein, on compatit. N'empêche que Franck, il a la fibre artistique. Du coup, sur son temps libre, il se dit qu'il va se jouer petit poucet des secrets et il sème dans les rues de Washington. Alors, des cartes postales. Elles sont affranchies, l'adresse est pré-remplie. Tout ce qu'il reste à faire pour celui qui trouve la carte, c'est d'y noter un secret. Alors, Franck ne s'y attendait pas, mais il va recevoir beaucoup de courriers, mais forcément, hein, tout le monde a des secrets. Xavier, je sais qui tu es, et c'est pas pour me déplaire. Alors, très vite, le projet prend de l'ampleur, hein, avance rapide. Des années plus tard, Franck Warren aura édité plusieurs livres de ses secrets intimes et pourtant si familiers. Alors, Dave, on avait répété, voilà, c'est là, c'est maintenant. Vous savez, je suis. Hein. Oui, d'accord. À l'envers. Je veux comme ça. Oui. C'est mieux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces livres? Qu'est-ce que les gens peuvent bien envoyer? C'est vraiment un livre, alors. C'est vraiment un livre. C'est très original. Allez-y, hein, prenez vos aises. Très original. Regardez. Mais justement, je vais vous dire ce qu'on trouve dans ce livre. Ça existe vraiment, ce dont tu parles? Non, mais j'invente des trucs. Non, mais forcément. Non, ce que les gens envoient, ce sont leurs espoirs, leurs regrets, des confidences qui vont du plus poétique au plus puéril. Par exemple, on a au début, Despacito, j'aimais pas, mais en fait, c'est plus pas mal. Ouais, non, ça non. Je comprends que ça puisse peser sur la conscience, c'est très grave. Et puis, chaque carte est une œuvre d'art en soi. Hein. On a très souvent des collages, du dessin ou même des papiers froissés, griffonnés comme dans l'urgence. En somme, tous ces envois sont très différents, mais ils forment un ensemble cohérent. Ça en dit long sur ce qui est tu. Du coup, Emmanuel, je vous repose la question. Est-ce que vous partageriez un secret avec moi, mais façon pas secrète? Alors, j'ai la carte, vous mettez dans l'enveloppe, voilà, je ne regarde pas, on fait vraiment. Et on ne regardera Allez-y, pas. on ne regarde pas, Donc, ne je zoomez remplis pas. et Vous je mettez vous le un petit rends. secret, vous le mettez dans D'accord. l'enveloppe, on ne Très bien. regarde pas. Du coup, le temps que vous m'aura nous tout fait. réveillez, le temps que vous nous réveillez l'emplacement du corps, je vous D'accord. propose pour meubler 15 secondes de Xavier Havre qui trache le réalisateur de son choix. Et spoiler, il y a de grandes chances que ce soit Luc Besson. C'est à toi, Xavier. Ah, c'est pas Luc Besson, non, c'est Claude Lelouch. Ah, Claude Lelouch, je déteste. On le déteste, pourquoi ouais. on ne l'aime pas, mais Alors, disons. hormis quelques films que je vais sauver quand même, le premier, peut-être je t'y l'aventure, c'est connais l'aventure, plus. le reste, je supporte pas. Et j'espère qu'il va nous faire un film sur Johnny. Qu'il a filmé le jour des obsèques, qu'il a filmé de manière pas Johnny. ridicule. Voilà, peut-être ça va, on va le trouver dans ses films. Il a fait jouer Johnny dans un de ses derniers films. Elle a d'accord. Ah oui, qu'il a fait jouer, Avec, oui, bien Jean sûr. Dujardin, Oui, mais c'était mauvais. Oui. Voilà, merveilleux, je vous remercie. Donc en attendant, c'est toujours pas fini. Le secret, c'est pas Bien très sûr, long. tu peux envie. Mais en fait, Oui, ça fait un peu penser à des ex-voto. C'est un confessionnal, dites-moi. C'est un secret très long. C'est un secret très long. Et vous allez lire le secret, non? Non, je ne vais pas le lire. Par contre, en revanche, si dans 2 mois, je retrouve dans le prochain livre de Franck Warren, je regrette d'être venue à cette émission, je saurais que c'est lui. Merci Inès. Je vous en prie. Vous reviendrez? Peut-être. Peut-être. Merci Inès Morat. Ça y est, secret. Vous savez garder un secret, Emmanuel Bonigne? Ça dépend si ma vie est en jeu, oui. Oui. Bon, mais c'est Sinon, rare non, qu'on mais ait vous quand savez, même... un biographe voilà, est obligé de garder des secrets. Parce qu'on pourrait écrire les dessous des biographies. Mais ça passerait pas par le juridique. Et puis même, c'est une question d'éthique. Il y a des choses sur les gens que je raconterai pas. Parce que ça touche plus qu'à l'intime, ça touche à l'intrinsèque, ça touche à l'indicible, tout simplement. Donc, oui, je garde des secrets. Quelle est la biographie que vous auriez envie d'écrire? Plus aucune, parce que j'en ai marre d'écrire des biographies. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, c'est que... Vous m'avez dit hier au téléphone, je peux le dire, que je mériterais d'écrire mieux que les biographies. Ben oui, moi, parce que quand j'ai lu Tout le monde me dit ça. Quand j'ai lu votre... Et c'est pas pour minorer ces biographies à propos de Romy Schneider, mais je trouve qu'il y a un côté très historien sous votre plume, une très belle plume, et je me demandais pourquoi vous ne saisiez pas des sujets plus profonds. Moi j'ai quand même assez d'imagination, et je suis frustré quand j'écris une biographie parce que c'est un fil conducteur. La personne meurt à la fin. Je peux mettre en scène sa vie, mais je peux pas la changer. Je peux je tricote autour, je fais de la dentelle autour, avec un peu avec d'acide, un peu avec des paillettes. J'avance comme ça, mais j'ai pas de liberté de création. Tandis que là, hier, j'ai mis le point final à un roman. Alors là, je pars dans des délires. C'est Non, mais vous reviendrez nous reparler de ce roman. On a hâte. Alors, on va retrouver Alexia Léoné, qui est notre nouvelle chroniqueuse. Première chronique ce soir, Alexia, et vous avez choisi de nous parler de 2 figures féminines engagées, Rosa Parks et Simone Veil. C'est ça. Alors, ma chronique va porter sur la vie et le destin hors norme de 2 femmes qui me tiennent à cœur. Et pourquoi Rosa Parks et Simone Veil? Simone Veil, tout le monde la connaît. Et Rosa Parks, ça arrive souvent.
Même pas du tout, presque. Souvent, je demande aux gens, alors Rosa Parks... C'est la sœur de Luna. Biographe, humoriste. En plus, en prime. Donc c'est pour ça que vous avez choisi d'évoquer notamment Rosa Parks, parce qu'elle est... Exactement. Parce qu'elle est un peu moins connue. Donc Lune est née justement dans une famille afro-américaine, donc Rosa Parks, en 1913 et décédée en 2005. Simone Veil est née dans une famille juive en 1927 et décédée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Donc 2 vies différentes et extrêmement bien remplies, mais vouées à ce qu'il y a de plus noble, excusez-moi, l'amour du prochain, la force d'aller toujours de l'avant, malgré les critiques, les vexations et même... Positif, Simone Veil allait vers le positif. Exactement, et Rosa Parks aussi. Elle ne faisait pas de la Shoah comment dire, elle s'en servait pas comme... Comment dire, comme une femme résiliente, en fait. Elle faisait pas un commerce avec la Shoah, voilà. Elle allait vers le positif, c'est ça qui vient avec elle. Intelligente, très intelligente. Exactement. Et Rosa Parks aussi. Donc 2 milieux totalement différents également, mais par contre, Rosa Parks a fait des études assez élevées. Pour les gens de couleur, c'était rare à cette époque. Et Simone Veil a eu son bac à 17 ans. Donc Rosa Parks marquera sa vie et son temps par sa lutte contre la ségrégation raciale aux USA. Elle deviendra figure emblématique de cette lutte. Elle devient célèbre le 1er décembre 1955 lorsqu'elle dit non. Ce fameux non qui changera l'histoire à un passager blanc qui lui demande sa place. Donc elle dira non poliment, mais elle refusera. C'est elle. Et oui, parce que justement, quand on raconte l'histoire, souvent on se dit ah mais c'est elle, mais le nom. Parce que dans ma bio Joséphine Baker, Joséphine, on n'en parle jamais de ça. Bien sûr. Avant-gardiste parce qu'elle a fait des scandales partout au Store Club en 51. Bien avant Martin Luther King, après elle a été cassée, ils l'ont jetée du pays. Elle a dit que les États-Unis étaient pire qu'Hitler parce qu'au moins qu'Hitler ne cachait pas son jeu. Elle a été dire ça chez Perron. Elle était chez Perron dans le gouvernement Perron. Enfin, elle disait un peu n'importe quoi. Elle est Alexia poursuivie. Et donc, justement, on connaît l'histoire, la police l'arrête. C'était elle. Oui, c'est elle, justement. Donc, la police l'arrête, elle est reconnue coupable et paie même une amende de $15 et donc elle fait appel. Le 5 décembre 1955, le mouvement de boycott contre les bus de Montgomery débute pour réclamer la justice sociale. À sa tête, le jeune pasteur de 26 ans, Martin Luther King. Pendant plus d'1 an, des milliers de personnes ont refusé de prendre les bus. Ils préféraient s'y rendre à pied au travail ou alors partager des voitures. Voilà. Exactement. Et c'est grâce en fait à ce boycott que l'entreprise a failli faire faillite et que le gouvernement a aboli cette loi, en fait la loi Jim Crow, qui en fait les blancs se mettaient dans les places avant des bus et les hommes de couleur devaient laisser les places et aller au fond. Donc cette loi a été abolie parce qu'elle a été jugée anticonstitutionnelle. Donc Rosa Parks devint alors l'icône pour le mouvement des droits civiques. Et Simone Veil, femme très engagée, de retour en France le 23 mai 1945, le souvenir des camps devait encore hanter ses nuits. Pourtant, seulement 4 ans après, elle parle de s'installer en Allemagne avec son mari pour le suivre. Et devant l'étonnement de ses proches, elle explique qu'il faut faire la distinction entre les nazis responsables de la Shoah et les Allemands en général. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, et vous admirez ces forces de caractère, voilà, que ce soit chez Lune, ou chez Rosa Parks, ou chez Simone Veil. Vous, c'est ça que vous admirez, cette résilience, cette faculté de rebondir. De rebondir. Et puis, je trouve qu'on manque de ces femmes aujourd'hui. Elles ont marqué notre histoire. Et, moi, ça me donne la chair de poule. Pour conclure, Alexia. Je ne savais pas de Simone Veil. Ah ben, oui. En Allemagne, ça. Donc, pour conclure, elles ont marqué les esprits. L'astéroïde Rosa Parks portera le nom de l'Afro-américaine et Simone Veil verra son nom associé dans les établissements scolaires. C'est le cas déjà à Ajaccio, les hôpitaux, les universités et même les rues. Et aujourd'hui, elle a intégré le Panthéon. Merci Alexia. Est-ce qu'il y a des films, Xavier, sur Rosa Parks et Simone Veil ? Ah, c'est une bonne question. Il me semble qu'il y a un film avec Whoopi Goldberg, mais je ne sais pas si elle joue la vie de Rosa Parks, oui. La vie de Rosa Parks ? Oui, la story de Rosa Parks. Par contre, du coup, je rebondis parce que c'est très important. Au collège à Baléone, collège de Baléone, je suis enseignant, non mais je précise, on a rebaptisé des salles.
une salle a été, la salle Clémenceau, qui est ma salle de l'histoire, a été baptisée Rosa Parks. Je le dis parce que du coup, c'est important. Voilà. Ouais. Alors, vous gardez la parole, Xavier Affre, vous allez évoquer des rôles inoubliables interprétés par Romy Schneider. C'était difficile de faire un choix. Alors, moi, je suis assez ému de faire l'émission parce que Romy Schneider, c'est pour moi, c'est mon actrice. Enfin, je veux dire, je vois pas comment ça peut être autrement. Il n'y a pas d'équivalent. C'est immense. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vois un film avec Romy Schneider, même un film pas forcément très bon, elle est exceptionnelle. Et alors, elle a joué avec plein de réalisateurs, de grands réalisateurs. Elle a joué avec Visconti, Dino Risi, Claude Sauté, Joseph Losey, Chabrol, Orson Welles, ça fait plein de rôles. C'était difficile de trouver. Elle a même fait un film avorté qui s'appelle L'Enfer, avec de Henri-Georges Clouzot. Ce qui est assez exceptionnel avec elle, c'est que sa tragédie, on a l'impression que sa tragédie a nourri ses rôles et elle est exceptionnelle. J'ai l'impression d'une actrice qui se met à nu en manière perpétuelle, tout le temps, y compris dans ses rôles les plus simples. Chez Sauté, par exemple, on la voit très, très fragile aussi. Alors j'en ai retenu 2. Un que j'aime beaucoup, alors je ne suis pas un fan absolu du cinéma de Zulawski, mais l'important c'est d'aimer pour moi est la quintessence de ce qu'elle peut faire. La scène d'introduction par exemple est extraordinaire. C'est un film avec Fabio Testi et Jacques Dutronc, qui était je crois dans son premier rôle finalement, Dutronc. Et dans ce film où elle joue le rôle d'une femme, une actrice un peu ratée quand même, qui est obligée de tourner des films pornographique, et ce photographe la voit et la prend en photo et elle lui déclare, elle lui dit en pleurant, vous savez, je fais ça juste pour bouffer, je suis une actrice, etc. C'est assez elle lui dit pas de photo fait comme ça. Voilà, c'est assez bouleversant. Elle est à nu là, c'est une actrice ratée et une femme paumée en plus. C'est ça. Et le film est sublime. Il faut absolument le voir, celui-là. Donc vivement recommandé par Xavier Affre. Autre film? J'ai cherché, je voulais prendre un film de Sauté et celui que j'aime beaucoup, moi je les aime tous, mais c'est Max et les Ferrailleurs. Peut-être le côté un peu Dostoïevski de Sauté. C'est extraordinaire. Elle joue une prostituée, lui joue un policier qui a été magistrat, qui est obsédé par la réussite et mettre les gens en prison. Il rencontre cette femme. Il organise une espèce de hold-up pour mettre sous les verrous une bande de petits malfrats. Il se fait plaisir et il tombe évidemment amoureux d'elle. Elle est extraordinairement belle dans ce film. Le film est génial. Donc voilà, il faut voir évidemment tous les films de Sauté. Je vous ai parlé de l'importance d'aimer. J'aurais pu dire que dans La Piscine, elle n'a jamais été aussi belle. Et que c'est de voir le film avec Delon, c'est magique. Le plus beau couple là, dans La Piscine, c'est de Jacques Doré, c'est magnifique. Vous savez qui devait jouer le rôle de... C'est Bardot. Delon, il a fait le forcing chez Bardot. Il voulait absolument... Et puis après, il a raconté à tout le monde qu'il ne voulait que Romy et que Romy. Voilà, ça, merci Xavier. Et merci Emmanuel pour cette précision. Rapidement, nous allons dans le cerveau d'Inès Moratti en moins de 3 minutes. Inès, c'est à vous. Alors, tout à l'heure, nous parlions... Oui, on y va, on enchaîne. Alors, tout à l'heure, nous parlions de secrets anonymes, mais il y a un autre genre de petits mots qui dévoilent beaucoup de choses sur les personnalités. Ce sont les dédicaces. Laissez-moi vous parler d'une petite expérience que j'avais menée il y a quelques mois lors d'une soirée corporate, une soirée Viastel. Alors, ça, c'est le genre de soirée typiquement de l'angoisse. Donc, que fait-on? Parce que je tiens à préciser que dans ce projet, j'étais accompagnée par Xavier Affre, ici présent, et Marie-Ange Philippe, qui nous regarde. Alors, normalement, vous allez me dire, ce genre de soirée, c'est bien pour networker, il faut en profiter, il faut y aller. Non, nous, qu'est-ce qu'on a fait, Xavier? On est allé se mettre au fond de la terrasse, oui, aussi. Avec modération. C'est ça, on est allé, on n'a parlé à personne, on a été très pro. Jusqu'au moment où on nous tend ce petit fascicule en papier glacé qui recense tous les gens importants de la chaîne. Et là, je me dis, tiens, idée, je vais me le faire dédicacer. Aucun rapport avec le fait que Xavier faisait des allers-retours pour moi au bar. Alors, aucun rapport. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va commencer avec Dieu, Philippe Martinette. Donc, Philippe Martinette, qu'est-ce qu'il nous met? Évidemment, c'est la classe, franchement. Donc, on attend quoi? On attend de la poésie, on attend de la prose. Et donc, Philippe Martinette me dédicace « I love you, girl » avec un smiley. Donc là, il a cru que c'était mon cahier de texte, il a cru qu'on était en 5e B. Ensuite, Laurent Vital. Est-ce qu'il y a... Alors, on va le montrer. Laurent Vital, est-ce qu'il y a autant de monde dans le cerveau d'Inès que sur le plateau d'Oulaï? En tout cas, il y a sûrement autant d'esprit, bravo. Alors, ça a l'air sympa comme ça, mais ça veut juste dire, en fait, il y a un peu schizo, mais on t'aime bien. Ensuite, on a Xavier, forcément, Xavier qui a participé. Bon, on va pas te retrouver, mais Xavier Affre aime beaucoup travailler avec Inès Moratti. Donc, le type se prend vraiment pour de long. Là, c'est confirmé. Je sais pas. Ensuite, on a... une dernière pour la route.
C'était vous, mais je c'est pas grave, alors c'est pas grave. Par contre, j'ai celle de Sébastien Pisagne et celle-là, elle part directement sur eBay. Vous pouvez la vendre très cher. Très. Merci Inès Morat. Nous en savons davantage à propos de vos secrets. Merci Emmanuelle Bonigny d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et moi, j'ai hâte de lire votre roman. Vraiment. Donc j'espère que vous avoir l'occasion demander à Inès qui n'a pas de maison d'édition de vous éditer. Non, mais moi j'avais relevé la phrase les morts bubblegum, les mœurs too much. Moi j'avais dit rien que ça, dans le style ça claque. Le style est divin. C'est le phénomène des entités, tout ça. Voilà, moi j'ai hâte vraiment de vous découvrir sur un autre style. Rendez-vous la prochaine fois là. Très volontiers. Merci Emmanuelle Bonigny. À mes côtés, je n'étais pas seule. Vous l'aviez peut-être remarqué. Il y avait Alexia Leonelli, Xavier Affre et Inès Morat. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Bon Azer, à Nantes à France 3 courses, Siga et Viastela et à Doumane.